C'est terminé pour François Bayrou qui a donc perdu le vote de confiance ce lundi et a remis dans la foulée dès le lendemain sa démission au président de la République. Emmanuel Macron qui a fait face donc à une crise politique majeure et donc s'est empressé à nommer un nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu est désormais le chef du gouvernement et a promis la rupture avec ses prédécesseurs. On a hâte de voir ça. Le CAC 40 a finalement bien réagi cette semaine en étant plus que résilient, mais il y a d'autres indicateurs en revanche qui commencent sérieusement à m'inquiéter et c'est ce qu'on va voir bien entendu tous ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine ce qui me fait le plus peur. Et comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Nous sommes désormais plus de 75 000 à me suivre sur les différents réseaux. Donc merci beaucoup pour votre fidélité et notamment la croissance qu'on a eue ces derniers mois. Pensez bien sûr toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez de quoi vous former sur le site lepodcastdelabourse.fr. Vous avez d'abord un espace membre qui est gratuit dans lequel il y a des modules sur différentes catégories liées à l'investissement, la bourse, la gestion privée, l'immobilier, la banque, les cryptos et bien entendu les matières premières, des petits modules comme cela. Ça a été enrichi d'ailleurs récemment, ça va l'être encore. Donc voilà, des petits modules de formation continue, n'hésitez pas à vous inscrire, je le répète, c'est gratuit pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Nous avons notre programme historique, NTT Trading Premium, avec pas mal d'experts, et notamment mon ami Michael Landreau, et puis le petit dernier pour l'essentiel des marchés, MTT Découverte, qui est également disponible. Je remercie chaleureusement, comme d'habitude, mes partenaires qui me permettent tout simplement de produire ces contenus qui sont 100% gratuits. Trade Republic, Urrutia, Bitvavo, ProRealTime et au coffre. Donc voilà, merci beaucoup à eux. On aura la chance et la joie, je l'annoncerai dans la newsletter très rapidement, d'avoir un nouveau partenaire qui va nous permettre d'avoir des données fondamentales. Ça fait longtemps que j'utilise ce partenaire, puisque vous le voyez souvent à travers mes réseaux, etc. J'utilise ça presque depuis mes débuts. Mais voilà, c'est désormais officiel. Je vais pouvoir utiliser des données de ce logiciel pour pouvoir pousser les analyses que je fais auprès de vous, et tout ça encore une fois gratuitement. Voilà, je vous annonce tout ça évidemment dès la semaine prochaine, je pense, si tout va bien. Pensez également que nous avons fait une vidéo donc sur bien entendu les cryptos, donc n'hésitez pas à la voir, c'est en train de bouger sur les cryptos, ça fait un moment qu'on en parle, attention, ça va démarrer, du moins je le pense, je l'espère, on l'espère tous d'ailleurs, tous les fans de crypto, depuis qu'on l'attend, ce fameux bull run. C'est vrai que voilà, mais peut-être que ça pourrait démarrer, même si on sait que septembre n'est pas forcément le mois le plus approprié pour les gains en crypto. On sait aussi que la suite souvent est très belle, donc voilà, préparez-vous, si vous voulez des idées, allez voir cette vidéo. Et on attaque avec la vidéo du jour. Je me suis fait plaisir. Qu'est-ce qui me fait le plus peur sur le marché, puisque évidemment, on a beaucoup parlé de la guerre, de la crise politique française, etc. Mais il y a d'autres éléments que le marché ne regarde pas, dont on parle nous depuis longtemps sur cette chaîne et ailleurs. Il y a un petit indice d'ailleurs sur cette miniature, des petits éléments qui commencent à titre personnel sérieusement à m'inquiéter.
Donc au programme de cette vidéo, on parlera bien entendu du CAC et du CAC Small, on parlera ensuite des actions avec notamment Kering, on parlera de Schneider Electric, FDJ qui est sur une zone intéressante, Ipsos qu'on a vu où on fait le suivi, donc il y a pas mal d'actions nouvelles, mais il y a aussi quelques suivis, Stellantis, Renault, Eurofins Scientifique, Alstom, Alten, Veolia, ABC Arbitrage, ArcelorMittal, dont je vous parle depuis un petit moment, qui continue de se mettre dans de bonnes dispositions, Sanofi, Equinox, ASML Holding, Implanet, un peu plus spécul, Calré, Pernod Ricard, Seb, SAP, ça on ira en Allemagne. On m'a proposé également Dutch Börse, excusez-moi pour la prononciation, je n'ai pas fait allemand en deuxième langue, Abionics, on parlera de Walter, Kluwer, XFab, qui s'est beaucoup replié d'ailleurs, Adosia, dans une configuration intéressante, Capital B, dont on fait le suivi, qui commence à se mettre dans de bonnes dispositions, Canrion, qui était un titre à suivre il y a plusieurs mois, et qui a fait un très très beau mouvement, Euraseo, Cléa Holding, qui est l'ancien Visiomed, on parlera de Selectis également, Syensco, Elior, et puis on partira aux États-Unis avec Oracle, Coinbase, Fortinet, Sharpling Gaming, Klarna, JD.com, Novo Nordisk, et puis Mara, et on aura 5 titres à suivre. Alors 5 titres à suivre, il y en a 3 que vous connaissez très certainement et qui sont pas très spéculatifs, et il y en a 2 qui le sont eux un peu plus, mais qui sont également dans de très bonnes, très belles dispositions. Voilà les amis, donc un beau programme chargé qui nous attend. Comme d'habitude, je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier pour vos nombreux messages, pour les nombreux retweets sur les réseaux sociaux, donc merci beaucoup pour ça, merci de prendre le temps pour certains et certaines à chaque fois de laisser un petit commentaire sur la vidéo, un petit like sur la vidéo, ça permet eh bien de mieux référencer effectivement le travail que je fournis, et surtout voilà, c'est assez simple, hein. Plus il y a de monde, plus ça donne envie de faire des vidéos, et moins il y a de monde, moins ça donne envie, c'est évident, mais pour le coup grâce à vous, eh bien, je suis au rendez-vous tous les vendredis. Allez, c'est parti avec, bien évidemment, eh bien, le résumé d'abord de la semaine. J'en profite pour activer ma caméra, si je trouve le bouton. Me voici, me voilà. Donc, une semaine relativement calme par rapport à ce qu'on aurait pu éventuellement craindre. On attend encore quand même la notation de Fitch. Je vous en dirai 2 mots peut-être tout à l'heure. Donc voilà, au niveau de la saisonnalité, bon, on le sait, hein, on n'est évidemment pas dans un temps fort, mais pour le moment, je dirais que ça va. Pour le CAC, ça va très bien pour les indices américains. Le Nasdaq va très bien. Le S&P 500 va très bien également. On pourrait même dire que, vu qu'on a fait des nouveaux plus hauts, voilà. C'est à partir, logiquement, selon la saisonnalité, entre guillemets, à partir de probablement la semaine prochaine, qu'en théorie, voilà, mi-septembre, hein, que en théorie, les choses pourraient, selon la saisonnalité, se gâter. C'est un des premiers éléments qui fait que, alors c'est pas celui-là hein, qui me fait le plus peur, mais c'est un premier élément qui pourrait nous indiquer une correction des marchés américains. Mais encore une fois, c'est un élément pour moi périphérique, la saisonnalité, qui est important, bien sûr, mais c'est un élément complémentaire. Et puis c'est pas forcément la chute qu'on peut avoir, ou la correction qu'on peut avoir dans les prochaines semaines qui pourrait me faire le plus peur. Donc au niveau du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, voilà, on voit qu'on peut avoir un nouveau plus haut début septembre, mais que derrière, généralement, on a une mauvaise période, donc on verra, ça va être très intéressant dès la semaine prochaine, hein, de voir un petit peu comment réagissent les marchés, surtout qu'ils sont tous, pour le coup, même le CAC 40, on va le voir, plutôt bien orientés. En ce qui concerne le Nasdaq, c'est du pareil au même, on voit que le Nasdaq fait généralement un plus haut jusqu'à mi-septembre, et puis après, c'est un petit peu plus compliqué. Là aussi, je suis très curieux, voire impatient de voir ce qui va se passer eh bien, la semaine prochaine. Pour le DAX, qui a eu beaucoup de difficultés, hein, le DAX, j'ai publié, d'ailleurs, vous l'avez, certains l'ont reconnu, bravo à eux d'ailleurs, j'ai publié volontairement un graphique sans indicateur, ni de temps, ni de prix, et donc je montrais simplement un graphique comme celui-ci, et un graphique annuel, et je disais, voilà, qu'est-ce que vous pensez sur le DAX ? Parce que je trouvais que la config le momentum était en train de baisser. Alors,
beaucoup ont dit c'est toujours de l'achat, et ce qui est vrai, hein, c'est toujours une tendance haussière, bien entendu, le DAX. Mais malgré tout, je trouvais que le momentum était beaucoup moins fort sur le DAX. Voilà, à voir, il va falloir casser par le bas, il va falloir un certain nombre de choses, bien entendu, pour retourner une tendance. Hein. D'ailleurs, je pense pas que la tendance va être retournée de suite, y compris sur le DAX, mais on commence à voir quand même des petits signaux de faiblesse. Donc, pour moi, c'est assez bien vérifié ce qui se passe sur le DAX. Donc, on va voir s'il va y avoir là aussi une accélération à partir de la semaine prochaine, une accélération baissière sur le DAX ou non. La bonne nouvelle, hein, bien entendu, hein, vous le savez, c'est qu'à partir de fin septembre, début octobre, ben derrière, on enchaîne avec, en termes de saisonnalité, eh bien, peut-être la meilleure période de l'année. C'est pour ça que je le dis souvent. Accrochez-vous, si vous traversez peut-être une mauvaise période, accrochez-vous, parce que peut-être que dans un mois, il y aura des signaux beaucoup plus positifs sur nos portefeuilles. En ce qui concerne le CAC, c'est du pareil au même, hein, là aussi, hein, on a vu quand même une reprise, non, je suis là, excusez-moi, on a vu quand même une reprise début septembre, et puis là aussi, on le voit, à partir de mi-septembre, généralement, c'est vraiment le vide, hein, donc là aussi, ça va être très intéressant de voir ce qu'il va se passer. Bon, on en a déjà parlé, le mois d'août a été similaire, effectivement, à ce qu'on s'attendait, on a un écart entre le CAC Small et le CAC 40 qui s'est notamment réduit. Pour moi, actuellement, c'est un peu pareil, et donc ce mois de septembre est attendu là aussi plutôt en légère baisse, moins 0,8 en moyenne sur les 10 dernières années pour le CAC 40, moins 2,7% en moyenne sur le CAC Small sur les 10 dernières années. Ce qui va également, bien entendu, de plus en plus dicter ce marché-là, ce sont les publications. Et on devrait commencer à avoir là aussi une accélération en termes de nombre de publications. Les 2 dernières semaines de septembre, donc à partir de la semaine prochaine, sont des semaines qui, en effet, sont un petit peu plus actives en termes de nombre de publications. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a effectivement eu beaucoup moins de publications, mais malgré tout, cette semaine, il y en a eu des belles, notamment 2 qui ont fait évidemment l'actualité, puisque vous avez eu Oracle, qui a eu une performance exceptionnelle. Donc voilà, on reviendra techniquement dessus. Oracle qui évidemment a pris je sais plus combien de pourcents en une journée, donc même si c'est un petit peu corrigé ces dernières heures, mais voilà, globalement c'est très bien. Et puis on a eu Adobe qui est d'ailleurs revenu sur une zone intéressante, qui a publié des chiffres qui sont plutôt pas mal. Il me semble que l'aftermarket hier était pas mal aussi, donc voilà, c'est une valeur que je surveille aussi, qui est pas cadeau quand même, mais c'est une valeur que je surveille aussi sur ces niveaux de prix là. On la verra pas dans cette vidéo, mais on l'avait déjà vu sur des vidéos précédentes. D'ailleurs, pensez-y, hein, il y a beaucoup de personnes qui me proposent des actions dans le tweet et dans les posts que je fais le jeudi, mais il y a beaucoup d'actions eh bien qu'on a déjà vu souvent, alors ou les semaines précédentes. Alors on peut oublier, moi regardez, des fois j'oublie plein d'actions, mais parfois c'est juste la semaine dernière, donc faites gaffe à ça, parce que du coup c'est dommage de passer au travers. Donc pensez toujours à bien vérifier si au moins dans les 2 semaines précédentes, vous avez dans la description, en général, je mets la liste des actions qui sont évoquées. Donc n'hésitez pas à aller sur la vidéo précédente, à regarder dans la description, et dedans vous avez la liste des actions que j'aborde. Voilà. Donc tout ça pour dire que in fine, les marchés cette semaine se sont très bien comportés, le CAC 40 évidemment, plutôt bien comporté, jusqu'ici du moins. Les indices américains c'est la même chose, on a fait des nouveaux plus hauts, l'indice en Chine s'est très bien passé également, on a vu notamment porté par Alibaba, etc. Bon voilà, vous savez déjà ce que je pense de la Chine, ce que je pensais de la Chine il y a quelques mois, voire quelques années, et effectivement, bon, ça s'est bien copié, et effectivement, on a un marché qui a un certain nombre de motifs de peur, et d'ailleurs, la semaine dernière, hein, on avait mis l'affiche du mur de peur, du mur de crainte devant lequel le marché monte. La guerre, les droits de douane, la crise politique française, etc. Et donc, pour en revenir, hein, donc à nous, ce qui s'est passé cette semaine en France, donc on a eu bien entendu la démission de François Bayrou, qui a perdu le vote de confiance
de manière assez brutale d'ailleurs, au-delà même de ce qu'on pensait, puisque eh bien, une grande majorité d'élus, 364, n'ont pas accordé la confiance à François Bayrou, et donc, voilà, au moment où j'ai fait ce post, c'était le lundi, mais ça a été fait, puisque effectivement, François Bayrou, pardon, a eh bien, démissionné, a mené sa démission, a porté sa démission au président de la République. Donc voilà, son pari entre guillemets de solliciter le vote de confiance des députés, eh bien, a effectivement été un pari perdant, et donc on savait qu'il avait très peu de chances de réussir, et donc Emmanuel Macron a moyennement surpris. Alors c'est pas dans ses habitudes, le président de la République, il aime bien surprendre, c'est vrai, on peut lui accorder ça. Et donc il a nommé effectivement Sébastien Lecornu, qui était donc ministre des Armées jusqu'ici dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, et qui était d'ailleurs, je crois, le seul ministre à avoir fait partie de toute l'aventure d'Emmanuel Macron sous sa présidence, sur différents postes. C'est un personnage politique, c'est un ancien LR, donc plutôt droite modérée, entre guillemets, et qui est parti donc des Républicains pour atterrir, entre guillemets, dans le parti d'Emmanuel Macron, et puis après suivre Emmanuel Macron. Donc, pour moi, Sébastien Lecornu, c'est, encore une fois, très important, je suis obligé de le rappeler, mais je le fais, on ne fait pas de politique, on parle de politique. Pourquoi? Parce que c'est important pour voir comment les marchés, et pourquoi les marchés réagissent de telle ou telle manière, et comment ils pourraient réagir par la suite. Donc, Sébastien Lecornu, pour moi, c'est le centre droit, l'aile centre-droite d'Emmanuel Macron. Et c'est une des raisons pour laquelle le marché a plutôt bien réagi, car je pense que la décision de nommer Sébastien Lecornu est la moins mauvaise, j'allais dire la meilleure, mais peut-être la moins mauvaise, on va dire, pour les marchés, parce que effectivement, ça donne un tant soit peu de stabilité, un tant soit peu d'immobilisme peut-être, et donc ça, effectivement, ça donne du temps quelque part au marché. Je pense que c'est ce qui a satisfait les marchés, puisque je suis à peu près persuadé que s'il y avait eu une nouvelle dissolution par exemple, ou pire, entre guillemets, pour les marchés, une démission du président de la République, je pense sincèrement que la volatilité aurait été bien plus grande et les marchés auraient bien plus mal réagi. Je ne sais pas, à titre politique, si la nomination de Sébastien Lecornu est une bonne chose, mais ce que je sais, c'est que en revanche, pour les marchés, c'est peut-être une des moins mauvaises. Sébastien Lecornu a un avantage, c'est que c'est quelqu'un qui parle à tous les chefs de partis politiques, et ça, peut-être que encore une fois, ça peut faire gagner du temps pour les marchés financiers et pourquoi pas aller même jusqu'aux prochaines présidentielles. Et donc jusque-là, le marché se dit que au moins on a cette visibilité-là. Donc voilà, passage de relais qui a eu lieu bien sûr à Matignon, alors que la grogne, j'ai oublié un G social, gronde dans tout le pays à l'initiative du fameux mouvement Bloquons tout, qui a été un mouvement d'ailleurs encore une fois, comme souvent, très politisé, donc pas forcément énormément suivi. Et donc, aujourd'hui, nous avons, alors je ne sais pas à quelle heure, si c'est déjà passé ou pas, mais je ne l'ai pas vu passer, je crois que c'est ce soir ou cet après-midi, nous avons effectivement Fitch qui va, et donc... d'après tous les économistes les plus connus sur les réseaux d'ailleurs, qui va dégrader visiblement la note française, c'est ce qui est annoncé. Je vais vous faire une confidence, mais je me planterai très certainement. Je pense que Fitch ne dégradera pas la note française. Du moins, je pense que les probabilités, ouais, je vais plutôt dire ça, je pense que les probabilités que Fitch ne dégrade pas la note française sont supérieures. Mais encore une fois, je dois certainement me tromper, et encore une fois, c'est plus un sentiment qu'autre chose, vu que tout le monde est à peu près, s'accorde à peu près à dire que Fitch va dégrader. Nous verrons. Moi, j'en suis vraiment pas persuadé. Donc nous verrons, et donc effectivement, si effectivement Fitch dégrade, peut-être que ça peut être l'élément déclencheur la semaine prochaine, dans le sens négatif, et à contrario, si Fitch ne dégrade pas, eh bien ça peut être effectivement quelque chose qui peut être vu comme un signal plutôt positif pour les marchés. Bon,
Ça, tout ce que je viens de vous dire, même si certains sont un petit peu plus éloignés de la crise politique, etc., et n'ont pas forcément toute la compréhension, pour ça je le fais de manière simple, de ce qui se passe, et bien malgré tout, moi, dans tout ça, je vais vous le dire, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Et donc j'en reviens à la question ou l'interrogation que j'ai mis au travers de cette miniature-là. C'est ce qui me fait le plus peur. Eh bien, il y a d'autres éléments qui me font beaucoup plus peur actuellement sur les marchés financiers, et notamment américains. D'abord, je trouve que c'est un marché qui est extrêmement positif, peut-être trop positif, limite euphorique. Donc ça m'inquiète un peu. Donc cela fait, j'ai noté les statistiques quand même par rapport à ce graphique. Donc ça fait 62 jours sans recul de moins de 3%. D'accord, sachant que la moyenne est à 26 jours. D'accord, c'est donc la période la plus longue depuis 2017-2018 à avoir fait donc ce bull market sans une correction de 3% au moins. Donc c'est une période qui est 3 fois plus longue par rapport à la moyenne. Donc ça, je trouve que déjà ça commence à être plus ou moins inquiétant. Donc c'est évidemment positif pour les marchés, bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que quand même, c'est un marché qui est complaisant. Complaisant, d'autant que lorsqu'on le regarde, et je vais vous donner mon analyse là-dessus, la semaine dernière, donc jeudi 4, on a déjà eu des éléments qui ont été pour moi un petit peu négatifs. Évidemment, vous avez eu bon, les PMI des services, mais bon, globalement, c'est pas très grave. Par contre, moi, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est d'abord la création d'emplois non agricoles, qui était en forte baisse, à moitié moins, par rapport à ce qu'on avait eu précédemment. Les inscriptions hebdomadaires au chômage également en augmentation par rapport à ce qui avait été attendu. Donc ça, déjà, dès le jeudi, on se dit, tiens, ça c'est pas terrible quand même pour les États-Unis. Et puis le lendemain, nous avons eu donc le taux de chômage, alors qui était en ligne, certes, par rapport effectivement à ce qu'on avait eu dans les attentes, mais qui est en augmentation par rapport à ce qu'on avait eu le mois précédent. Et ce que je vous avais dit il y a déjà quelques mois, c'est que pour moi le principal indicateur, et donc ce qui me fait le plus peur, c'est ça. C'est le taux de chômage aux États-Unis. Tant que le taux de chômage aux États-Unis est sous ce que je vous avais dit, 4,4, 4,5%, ça va. Là où je vais commencer à m'inquiéter sérieusement, c'est effectivement lorsqu'on va commencer à breaker les 4,4, les 4,5 et revenir dans cette zone-là. Et on voit que la tendance depuis un an quand même, depuis 2 ans même, elle est plutôt à la hausse. Et ça m'inquiète. On le voit sur différents graphiques, là aussi, bien sûr. Donc voilà, le perte d'emploi, le chômage, qui est également en train d'augmenter. On le voit également sur ce graphique-là. Voilà, de la moyenne. Donc la moyenne d'allocation chômage, là on le voit, c'est sur 4 semaines. Voilà, la moyenne qui enregistre la plus forte hausse depuis décembre 2020. Donc, c'est quelque chose qui est totalement ignoré par les marchés, parce que le marché se dit que, tant mieux, ça va faire, effectivement, pivoter Jérôme Powell d'autant plus vite, d'ailleurs je crois que c'est la semaine prochaine, et pourquoi pas même faire, il y en a certains qui disent qu'il va pas peut-être faire 25 points de base, mais qu'il va faire 50 points de base de baisse. Pourquoi pas, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que je me dis, et ça fait un moment que je vous le dis, et j'ai été contredit là-dessus, et pourquoi pas, encore une fois, tant que c'est de la contradiction, c'est du débat, donc ça me va. Mais moi, la peur que j'ai, c'est que le pivot de Jérôme Powell soit trop tard. Et donc, les marchés à court terme raisonnent de manière positive, se disent, hop, baisse de taux, c'est super, c'est très très bien pour les marchés. Et pour autant, eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu les différents graphiques, eh bien, d'abord, le taux de chômage, on le voit, lorsque, effectivement, on a des taux de chômage qui sont sur les plus bas et que derrière, on a une reprise, et bien derrière, vous avez ici, dans les zones grises, très très régulièrement des récessions qui arrivent quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc ça, c'est très intéressant de le noter. On le voit encore mieux sur ce graphique-là.
D'accord, hein, on voit que quand il y a des reprises ici du chômage, et bien derrière, vous avez généralement des récessions. Donc on est là, donc on a eu cette forte baisse, et là on est dans la reprise. Ça ressemble beaucoup quand même à des moments comme cela. Donc voilà, on en est ici. Donc ça m'inquiète vraiment. Ce qui m'inquiète aussi, c'est la complaisance sur le fait que tout le monde, tous les économistes s'accordent à dire qu'il n'y aura pas de récession. Là où, au mois de mai, alors qu'il y avait justement un taux de chômage qui était bien contenu, on était à 4,1, 4,2, tout le monde parlait de récession par rapport aux droits de douane, notamment de Donald Trump, voilà. Et puis, aujourd'hui, donc 66%, hein, grosso modo, je crois que c'est d'estimation de récession, et aujourd'hui, quelques mois seulement plus tard, eh bien, il n'y a plus personne qui croit en une récession. Donc ça m'inquiète. Là aussi, ce que je vous disais, il y a effectivement... donc 78% eh bien, qui pensent que la Fed va baisser les taux de 25 points de base, et pratiquement 20% qui va baisser de plus de 25 points de base, donc 50 points de base. Donc voilà. Et donc vous allez me dire, alors qu'est-ce que... Alors au-delà du chômage, hein, s'il y a quand même pivot, ça peut contrer effectivement l'effet chômage. Alors oui, mais l'histoire nous a donné d'autres enseignements. Puisque on le voit ici, hein, je sais pas, c'était en 80, dans les années 80, ici dans les années 87, ici ça devait être dans les années 2000, juste avant la crise, ici 2007, et ici effectivement 2018, à chaque fois que la Fed, que la Banque centrale a pivoté, d'accord, à chaque fois que la Banque centrale a pivoté, et bien derrière, vous avez eu les zones grises, je sais pas si c'est visible à l'écran ou pas, mais derrière, vous avez eu quasiment systématiquement, quasiment, pas tout le temps, mais quasiment systématiquement, derrière, vous avez eu effectivement des récessions très importantes. Et derrière, effectivement, vous avez eu également des corrections de marché qui ont été très importantes. Donc voilà pourquoi, moi, au-delà de la crise politique française, au-delà de la dette, au-delà, d'ailleurs, qui peut être enclenchée hein, par rapport à tout ça, au-delà de la guerre en Ukraine, etc., voilà, moi, à titre personnel, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est, si vous voulez, le pivot avec le taux de chômage. Le marché peut réagir à court terme positivement. Le marché peut dire « Ah ouais, super, Powell a baissé de 25 points de base, de 50 points de base. » Ça peut même entraîner la dernière poussée haussière sur les actifs risqués, sur les small caps américaines. D'ailleurs, on a une belle poussée sur le Russell, sur notamment les cryptos. D'ailleurs, moi, je pense qu'on peut avoir sur cette fin d'année, encore une fois, derrière une grande poussée. Mais le pire pour les marchés, ce serait de voir que malgré la baisse des taux, quelques semaines ou quelques mois plus tard, le taux de chômage continue d'augmenter. Et si vous voulez, le taux de chômage, il est étroitement lié avec la croissance, puisque plus vous avez de personnes au chômage, plus la croissance a du mal à décoller. Évidemment, si demain vous perdez votre job, la dernière chose à laquelle vous allez penser, c'est de consommer. A contrario, quand le taux de chômage baisse, vous avez donc des gens qui rentrent sur le marché du travail, en général, quand on commence à avoir un nouveau job, un nouveau CDI par exemple en France, et potentiellement qu'on a bien négocié son salaire, la première chose qu'on veut faire, c'est avoir des projets. C'est se dire je vais partir en vacances, c'est se dire je vais voilà, acheter une nouvelle voiture, etc. Donc voilà pourquoi moi j'ai un petit peu peur de ce qui va arriver. Donc si vous avez un seul indicateur aujourd'hui à suivre pour moi sur les marchés, c'est le taux de chômage aux États-Unis, donc qui sort le premier vendredi du mois, je crois. Donc on attend pour le premier vendredi du mois d'octobre. Voilà, et tout en sachant aussi, bien entendu, que là aussi, sur eh bien, un cycle d'année électorale, vous avez effectivement le VIX qui arrive sur une période où on a souvent beaucoup de volatilité. Alors, qu'est-ce qui, si on se colle à ce schéma-là, va déclencher cette hausse spectaculaire sur le VIX ? J'en sais rien. Est-ce que le marché va trouver un prétexte pour faire effectivement de la volatilité à court terme? Voilà. Donc moi, grosso modo, hein, ce à quoi je m'attends, c'est globalement quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire un pic de volatilité sur peut-être voilà, les prochaines semaines. Derrière,
un gros bull market, c'est-à-dire derrière peut-être 2, 3, 4 mois où on a des marchés qui repartent à la hausse de manière très forte, et après peut-être une année 2026 avec en revanche beaucoup de volatilité et beaucoup de difficultés sur les indices mondiaux, etc. Voilà ma projection de manière globale. Évidemment, on fait pas de la science-fiction, l'idée c'est pas d'arriver à prédire l'avenir, l'idée c'est d'essayer de coller la situation actuelle, qu'elle soit économique, politique, macroéconomique, etc., microéconomique même avec les entreprises, et la situation actuelle par rapport à des modèles qu'on a déjà. Moi, mon intime conviction, c'est que les marchés, quand même, sont dictés par des modèles psychologiques. Je crois beaucoup à la psychologie des foules, je crois beaucoup à la saisonnalité, etc. Et qu'à l'intérieur de ces modèles, vous avez des éléments, des informations qui font que le marché va prendre en prétexte ces morceaux d'éléments pour bouger dans le sens, grosso modo, des modèles historiques. Après, il y a des événements, évidemment, majeurs, qui, eux, en revanche, sortent de ces modèles. Exemple Covid, où là, bon, vous pouvez avoir des modèles mathématiques, vous pouvez étudier la psychologie des foules. Quand vous avez un événement majeur qui arrive tous les 5 ans, tous les 10 ans, là, on sort complètement des modèles. Mais, globalement, hormis ça, je considère, mais je peux me tromper, et d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, je suis très intéressé de débattre là-dessus, mais je pense quand même que les comportements humains se répètent de manière générale sur les marchés financiers d'ailleurs, comme partout ailleurs. Voilà, donc cette semaine vous avez eu d'ailleurs la table des investisseurs avec la lettre institutionnelle, carton encore, hein, carton plein, c'est la lettre la plus ouverte. Donc vous avez d'ailleurs, hein, vous pouvez aller sur le site, le podcast de la bourse.fr, en bas du site vous pouvez télécharger le rapport si vous avez loupé la lettre, sinon pour les prochaines fois, pensez bien entendu à vous inscrire, vous recevrez bien sûr le portefeuille forteresse une fois par mois, la lettre institutionnelle, la lettre mensuelle aux investisseurs et tout un tas d'autres éléments sur cette table eh bien, des investisseurs. Tout ceci, bien entendu, est 100% gratuit, les amis. Allez, on attaque avec la suite de cette vidéo et bien entendu, le CAC 40 avec un CAC 40 qui, à ce stade, effectivement, corrige un petit peu. Donc, on est en fin de matinée, hein, globalement. Lorsqu'on regarde un petit peu la situation eh bien, du CAC 40, on est toujours, pour moi, globalement dans une neutralité. Alors, on a toujours quand même la moyenne mobile mensuelle qui est haussière. On est très légèrement en dessus, donc c'est plutôt correct sur l'unité de temps mensuelle. Sur l'unité de temps moyen terme, on le voit, on est pile sur la M10 hebdomadaire qui est quasiment plate. Donc là, on le voit également. Bon, voilà, c'est assez clair. Il n'y a pas forcément de tendance de moyen terme, donc pas forcément de tendance de moyen terme, pas forcément de tendance de long terme, et également, donc on a également, voilà, on est légèrement au-dessus de la M10 en unité de temps journalière. Vous avez cette figure de moyen terme qui est ici. Voilà, on est dans la partie supérieure, donc je dirais qu'à court terme quand même, malgré la bougie rouge du jour, à court terme, on est plutôt du bon côté sur le CAC 40. Donc on est toujours quand même... on a comblé d'ailleurs le gap, le gap Bayrou, mais on est pour moi toujours globalement dans de la neutralité de figure. Donc voilà un petit peu pour moi, franchement, voilà, j'ai pas trop d'avis sur la suite. On peut très bien voilà, on peut très bien aller chercher le haut et dans ce cas-là ça sera hyper positif, comme on peut très bien revenir tester le bas, voire même tester encore le bas, qui sera pour moi une opportunité d'achat pour la suite. Mais honnêtement, j'aime bien me mouiller, vous le savez, hein, j'aime bien voilà, vous donner mes billets, etc. Et comme je le dis également sur MTT depuis pas mal de semaines maintenant, j'ai pas de biais forcément sur le CAC 40 depuis quelques semaines, parce que je trouve que le parcours est assez voilà, assez chaotique, et que je pense que tant qu'on est dans cette figure-là et qu'on n'aura pas pris une véritable direction, ce sera difficile de porter des jugements. Alors on peut au cas par cas aller chercher effectivement des titres, on peut au cas par cas aller chercher des configurations, mais notamment sur les bibliothèques françaises qui ont quand même qui sont quand même bien
bien sorti par le haut sur certaines ces dernières semaines. Mais globalement, voilà, c'est difficile de donner une tendance. Bon, sur le small, c'est pareil. Hein. Le small, vous vous souvenez, en mensuel, moi j'avais un scénario qui était le scénario d'une conso intermédiaire. C'est clairement ce qu'on fait. C'est pour ça que vous vous faites balader depuis quelques semaines, parce que voilà, vous avez un CAC qui fait une cassure, qui revient en arrière, qui fait le pullback, qui revient en arrière, qui fait le rebond, qui revient en arrière. Et ça, les amis, malheureusement, je pense que ça va durer un petit moment encore, d'accord? Donc il faut peut-être, encore une fois, s'attendre à une figure qui va peut-être être plus longue que prévu, c'est-à-dire peut-être faire quelque chose comme ça, avant éventuellement de répéter à la hausse, hein, ou à la baisse d'ailleurs. Mais je pense en tout cas que la situation à court terme, elle est celle-ci. Et je pense que la situation à court terme veut qu'on ait un petit peu de zigzag. Donc très évidemment, très difficile à mon sens de donner une direction claire pour moi sur, sur les marchés financiers. Donc on passe désormais aux actions, si vous le voulez bien, avec Kering en premier lieu. Kering qui est toujours donc pour moi dans là aussi de la construction de figures. Donc encore une fois, pour le moment, on ne peut pas parler de retournement sur Kering, hein, lorsqu'on le voit notamment en UTE temps mensuel. Hein, n'oublions pas que on commence à peine à retourner la moyenne mobile à 10 mois, d'accord? Donc on est potentiellement sur un début, mais pour moi le plus dur reste à faire. Et on est clairement dans ce que j'appelle le premier pattern de retournement, c'est-à-dire que effectivement on s'est installé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et donc pour moi, on attaque quelque chose qui peut être plus ou moins long, c'est-à-dire le pattern intermédiaire. Tout ça, à mon sens, on peut considérer que certes c'est un bon mouvement, on peut considérer que certes c'est une reprise exceptionnelle, puisqu'on a eu quand même une reprise de 60% sur Kering, mais à titre personnel, je ne considère pas que c'est un signal de retournement encore. Je considérerais que ce sera un signal de retournement sur Kering lorsque cette figure intermédiaire s'achèvera et cassera par le haut. Et à ce moment-là, je vous dirais, ok, ça va beaucoup mieux, on a comblé le gap ici jusqu'au 250 et on accélère au-dessus des 250. Et là, je vous dirais, ok, le rebond technique, qui est un rebond technique impressionnant à ce stade, s'est transformé, pour le coup, en retournement de tendance. Mais à ce stade, c'est pas encore fait, selon moi. Donc voilà pour Kering. Pour Schneider Electric, j'ai toujours le même avis. Voilà, pour moi, on évolue dans un canal haussier. Voilà, pour moi, les opportunités d'achat, c'est le bas de canal. Ok, vous avez eu un beau rebond ici, etc., etc. Mais d'ailleurs, bon rebond qu'on avait matérialisé. Hein, souvenez-vous ce que je vous avais dit. Voilà, ce que j'attendais, c'est pour les traders un achat à proximité du support, c'est-à-dire les plus bas du 23 mai, les plus bas du 20 juin, les plus bas du 5 août, etc. Donc derrière, effectivement, les traders sont là pour vous du rebond. Un beau rebond d'ailleurs, hein, puisque vous avez un rebond de plus de 10%, 12%. Mais derrière, je considère quand même que tant qu'on ne va pas s'installer au-dessus de la M200 et relancer sur le haut de canal, les probabilités d'avoir une baisse sont encore tout à fait possibles. Voilà pour moi, pour Schneider Electric. Pour le trader, pour moi, l'achat, il était là. Donc il fallait pour moi jouer la cassure ici des 215 avec le stop sous la cassure et jouer un mouvement. Pour le trader de long terme, c'est-à-dire l'investisseur pour le coup, je considère que ce niveau de prix-là est un niveau moyen, milieu de canal, dans un canal certes haussier, mais c'est un niveau moyen. Une opportunité se présentera en revanche, voilà, notamment sous les 200 euros et sur le bas du canal donc haussier. Ok. Ensuite, nous avons du FDJ. Donc FDJ United, je vais vous le mettre en graphique, voilà, on va rester sur un graphique comme ça. Donc je trouve que c'est un graphique qui est intéressant. La zone d'accumulation pour moi c'est à chaque nouveau plus bas, c'est-à-dire que effectivement vous le voyez ici, là on fait un nouveau plus bas, ça c'est une zone d'accumulation intéressante, d'accord. Ensuite ici, hop, on fait un nouveau plus bas, là. Et donc, ça, c'est une zone d'accumulation intéressante. Donc, je pars du principe également que si on refait ici un nouveau plus bas, ça peut être ici une zone d'accumulation intéressante. Donc, si les marchés venaient à corriger de manière supplémentaire, eh bien, la zone des 26, 26,5
peut être vraiment une zone intéressante. On est déjà sur une belle zone, hein, 28 et des bananes. Moi, je considère que c'est un titre intéressant. Donc voilà, à suivre de près. FDJ, voilà, c'est une figure pour moi comme ça de long terme. Donc ça reste à mon sens une figure pour moi corrective dans laquelle il faut acheter chaque nouveau plus bas dans l'objectif déjà de revenir là et après éventuellement de redémarrer une tendance haussière. Voilà. Évidemment, je vous fais pas de dessin parce que vous savez très bien ce que je vais vous dire. On n'a pas de boule de cristal et si derrière on commence à repasser ici sous les 24, 24,5, etc., il faudra faire attention parce qu'on reviendra certainement vers les 21,5. Mais ce n'est pas aujourd'hui mon scénario le plus probable. Ipsos, c'est du pareil au même pour Ipsos. Donc là, vous le savez, vous la suivez avec moi depuis longtemps. Déjà sur les plus hauts, je vous disais faites attention. Là aussi, cassure des plus hauts historiques, je vous le dis tout le temps. Cassure des plus hauts historiques, faites attention. C'est là où vous avez de la prise de liquidité pour derrière enclencher des gros mouvements. Hein. Donc il faut toujours faire très attention à ça. Et là, c'est pas rien, c'est 50% de baisse. Et donc on a deux zones pour moi qui sont intéressantes. Vous avez la zone des 32,5. Donc on y arrive petit à petit dans cette zone-là. Et après, vous avez une zone qui est plus ou moins large, on verra, on l'affinera, mais grosso modo, sous les 18, 18,5, ça peut être également une zone de renfort. Donc prévoyez sur Ipsos deux zones. À court terme, j'ai pas forcément de choses intéressantes à vous montrer sur Ipsos. Pour moi, c'est plus de l'accumulation. Stellantis qui s'est reprise hier, qui consolide un tout petit peu aujourd'hui. Pourquoi hier il y a eu un beau mouvement? Parce que pour moi, c'est un mouvement très technique, hein, avec notamment hop, cette zone-là. Voilà. Notamment, voilà, on est toujours dans la zone du support oblique. Voilà, et donc à chaque fois qu'on y revient, voilà, on le voit, paf, c'est acheté, paf, c'est acheté, paf, c'est acheté, paf, c'est acheté. Mais ça ne suffit pas encore, ça ne suffit pas encore pour pouvoir relancer le titre. On l'a dit, vraiment, on pourra parler de beaucoup mieux au-dessus des 9 euros, quoi, grosso modo. Hein. Tant qu'on est là-dedans, ça construit. Bon, ça construit plus ou moins mal, hein, d'ailleurs, mais ça construit. Donc voilà, peut-être qu'on peut affiner un petit peu cette figure-là, petit à petit, mais voilà, on est toujours pour moi dans de la construction. C'est très difficile de trouver un biais favorable pour le moment sur Stellantis. Donc effectivement, on casse cette figure-là par l'eau, on commence à s'installer vers les 8,50 €, 8,60 €. On peut espérer breaker et relancer. A contrario, si Stellantis, et là ça voudra dire que le CAC part en cacahuète, casse le niveau des 7,40 €, 7,30 €, là on pourra craindre une nouvelle attaque baissière pour revenir dans la zone des 5 €. Voilà, c'est pas fait encore, mais c'est éventuellement ce que l'on pourrait craindre. Donc dans le même secteur, bien entendu, ben, vous retrouvez Renault. Hein, Renault tous les jours un bruit nouveau, comme on dit. Donc voilà. Pour le rebond, effectivement, a été fait. On bloque pour le moment sur l'ancien support oblique qui fait désormais, par définition, résistance. Vous avez également la zone des 35,50 €. Voilà, ça bloque. On a pour moi un consensus globalement du prix. On voit hein, un petit, voilà, deux petites toupies. Donc il va falloir voir si on arrive à se relever. Évidemment, ça ira dans le sens du CAC 40, très certainement. A contrario, si vous commencez à péter les 30 €, ben, là, attention, gros danger. Et on pourra avoir une accélération vers les 21,50 €. Voilà, c'est pas fait. Mais effectivement, pour le moment, comme beaucoup de titres, hein, je le disais la semaine dernière, je le disais également sur MTT, pour moi, ce sont depuis 15 jours, pour moi, pour ça aussi que, voilà, à part quelques graphiques un peu spéculatifs qui, eux, sont en tendance, mais sur les réseaux sociaux, je vous partage peu de graphiques sur les big capitalisations, parce que, pour moi, il y a beaucoup, à part quelques zones sur certains titres, mais il y a beaucoup d'observations à faire, quoi. Donc, il faut accepter ça aussi, que dans une phase d'une année boursière, vous avez des petites phases à l'intérieur qui sont des phases de calme, des phases d'observation, etc. On a eu une activité pour moi très forte depuis novembre de l'année dernière, quasiment sans discontinuité, à part la période Trump là, avec les droits de douane sur le mois d'avril, mais globalement on n'a pas arrêté d'avoir des opportunités. Il faut accepter aussi que peut-être pendant plusieurs semaines vous ayez une période comme celle-ci
où il faut être un petit peu moins actif. C'est ce que j'appelle un temps faible du marché. Et je pense que nous sommes en plein dedans. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut bien sûr abandonner. Au contraire, c'est des moments importants qu'il faut surveiller, mais il faut juste moins appuyer sur le bouton, c'est tout. Eurofin scientifique, je vous la montre parce que là, pour le coup, c'est une unité de temps court terme. Alors déjà, elle a très bien tenu. Et ce qui m'intéresse beaucoup sur Eurofin scientifique, c'est en unité de temps court terme. Voilà, elle avance par escalier, donc souvenez-vous, on avait parlé, d'abord on avait parlé à l'époque de la cassure de cette oblique ici, cassure où on a fait la petite figure, on a breaké, on a fait le pullback, on a breaké, on a fait le pullback, double appui, on a breaké et on fait à nouveau le pullback, donc c'est intéressant quand même, c'est plutôt pas mal. On tente, mais vu la difficulté pour le moment du CAC 40 aujourd'hui, on tente de breaker cette zone-là, ça peut être effectivement un petit signal d'achat pour revenir sur les plus hauts. Vous avez deux stops, alors très agressifs, peut-être un peu trop agressifs sur les 62,2 et sur les, on va dire, 60,50 grosso modo, qui peut être également un stop un petit peu plus large. Voilà grosso modo, mais pour moi la tendance elle est encore haussière. On est au-dessus de la M200 qui s'est vraiment bien redressée depuis la mi-mai, donc c'est plutôt pas mal. Là aussi, hein, il n'est pas impossible qu'on soit en train voilà, de construire une figure peut-être un petit peu plus large, nous verrons, et nous ajusterons les chandeliers également au fur et à mesure. Ensuite, après, je vais essayer de rien oublier, promis cette fois-ci. Nous avons également donc du Alstom, Alstom qui, elle aussi, est toujours dans sa figure un peu intermédiaire. Bon, c'est pas forcément la plus propre. Donc il y a toujours la possibilité de revenir, si opportunité de baisse, revenir à proximité donc du support oblique. Mais pour le moment, c'est plutôt une figure de continuation qu'elle est en train de nous donner. Donc voilà, plutôt une figure de continuation. À voir la suite, si on arrive là aussi à faire du zigzag, à congestionner et éventuellement, courant octobre, à donner un petit signal haussier. On verra, là aussi ça se surveille, ça m'intéresse à court terme, Alstom, moins à long terme, mais à court terme ça m'intéresse parce qu'elle est capable d'aller vite, il y a une belle amplitude directionnelle. Alten ne veut toujours pas. Alten, c'est toujours très compliqué, hein, voilà. On voyait, par exemple, là, on a tenté de construire, on a relancé, on a fait le pullback sur l'oblique de long terme, je vous la montre en mensuel, voilà. On a fait le pullback ici, paf, et derrière, c'est vendu. Alors on tente, hein, bien entendu, dans la baisse, il y a des rebonds, etc. Mais on voit, on est en train d'ailleurs de péter, on verra à la fin du mois, mais on est en train de péter la moyenne mobile à 200 mois. Donc voilà, les portes sont ouvertes vers les 54 €. Je ne sais pas si on va y aller ou pas, mais en tout cas, ça me semble un peu ouvert. Et là, on voit que, ben voilà, vous avez une tendance baissière qui est bien établi avec un espèce de canal, et on voit que ben, voilà, dès qu'on revient plus ou moins sur le voilà, à proximité de ce haut de canal, ben, voilà, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, donc attention, plutôt pour le coup quand c'est de la contre-tendance, hein, plutôt à acheter pour le coup sur repli, donc voilà, plutôt éventuellement là pour jouer des rebonds techniques, et sinon pour la zone d'investisseur, la première zone, pour moi, elle est globalement ici. Voilà, pour le moment, ça ne veut pas trop. Vous avez également très certainement une possibilité avec la moyenne mobile à 10 semaines. Donc, vous dire éventuellement, tant que je ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, ça ne sert à rien d'insister. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des actions sur lesquelles il faut rester globalement observateur. Veolia, qu'on a présenté plusieurs fois, qui est, je vous le montre en mensuel, toujours dans la même configuration. Alors, souvenez-vous, on avait parlé eh bien, de cette oblique ici, mensuelle, qu'il fallait absolument tenir. Belle réaction, très très belle réaction de Veolia. Voilà, mais ce n'est qu'une réaction. C'est là où on va voir, voilà, on est dans la zone où on va voir si c'est plus qu'une réaction ou pas. Si on arrive à repasser au-dessus des 29,5 €, l'objectif ce sera de revenir aux alentours des 31 et après venir s'attaquer éventuellement à la grosse résistance que vous voyez ici en rouge en unité de temps mensuelle. Ok, voilà, pas grand chose de plus à dire. ABC arbitrage, alors on l'avait vu il y a bien longtemps déjà sur une zone d'opportunité de mémoire, voilà, qui était ici, qui correspondait donc au plus haut de janvier 2004,
quel rebond, fabuleux, puisque c'était un rebond de 83%. Alors moi, je suis passé complètement à travers. Je l'ai pas du tout suivi, celle-ci, donc je m'en excuse d'ailleurs. Voilà, pas une valeur que je suis beaucoup, pas forcément une grosse amplitude directionnelle, etc. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter ABC arbitrage? Pour moi, le ratio gain-risque, il est pas bon, parce que l'objectif ultime, entre guillemets, final, c'est de revenir aux alentours des 7,50 €. Et là, vous voyez, on est plutôt au milieu du range. Pour moi, hein, si on veut matérialiser le mouvement d'ABC arbitrage depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est dans un range. Donc, éventuellement, opportunité sous les 4,30 € d'acheter, et éventuellement, allègement au-dessus des 7 €, quoi. Voilà. Donc, après, c'est du trading. C'est pas forcément la valeur la plus facile à trader. Il y a peu d'opportunités, quoique. Je dis quoique parce que ouais, il y avait quand même des beaux setups. Là, vous aviez un beau setup avec une belle congestion, par exemple, par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous montrer, bien sûr. Après, chacun trade comme il l'entend. Éventuellement, voilà, à suivre cette figure-là, mais c'est pas forcément très propre. Donc, si on casse par le haut pour revenir chercher un nouveau plus haut. Mais voilà, il n'y a pas forcément énormément d'opportunités en trading pour ABC arbitrage. Ensuite, vous avez mon ArcelorMittal. Voilà, ça fait partie des actions que je surveille sur l'unité de temps très long terme parce que vous voyez, voilà, on a une très belle configuration, on repasse au-dessus de la M200, donc je fais le suivi, mais finalement, à part quelques bougies bleues ou vertes, ça dépend de la couleur que vous préférez sur vos graphiques, mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et on attend avec beaucoup d'espoir, on attend effectivement le break. Certains m'ont demandé si j'en avais, la réponse est non, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que bah, j'attends un petit peu plus, voilà, la saisonnalité, etc. Je fais un peu gaffe. Mais s'il y a une opportunité, oui, j'en prendrai, mais plutôt pour le portefeuille long terme. Alors vous allez me dire, mais tu peux déjà commencer à accumuler, c'est vrai, je pourrais d'ailleurs commencer déjà à accumuler, bon, ça fait partie de mes réflexions. L'avantage, c'est qu'ArcelorMittal, généralement, elle va pas très très vite, hein. Donc voilà, elle fait beaucoup de zigzags, donc pourquoi pas, éventuellement sur repli, voilà, s'il y a une opportunité, pourquoi pas dans cette zone-là, bon, on verra. Mais oui, en tout cas, ça fait toujours partie, bien entendu, hein, rien n'a changé, donc ça fait toujours partie des actions que je regarde sur du long terme et qui, je trouve, ont de très belles configurations long terme. Encore faut-il, bien entendu, valider en breakant les 32 € et des bananes. Qu'est-ce que nous avons après? Bon, nous avons Sanofi qui a rebondi un tout petit peu par rapport à la chute de la semaine dernière. Voilà, si je suis gourmand, et je le suis, je préférerais encore une fois aller chercher plutôt en dessous, c'est-à-dire la zone des 72, 70. Voilà, c'est vraiment une belle zone. Alors, voilà, en cas de crack et de catastrophe, etc., effectivement, on pourra aller voir sous les 50, mais j'ai pas dit que ça allait arriver, évidemment, j'ai dit qu'on ne sait jamais. Mais déjà, voilà, cette zone-là, pour moi, ce sera une zone intéressante. Là, pour le moment, c'est un pullback sur cet ancien support oblique. Donc je sais pas trop si ça vaut le... Voilà, peut-être un nouveau plus bas, ça peut être une zone un petit peu plus intéressante. Pour Sanofi, court terme, il n'y a pas grand chose à faire. Equinox, là aussi c'est une valeur, voilà, qui revient petit à petit sur une grosse zone. Voilà, alors évidemment, fondamentalement, etc., ça se discute, il y a débat, mais effectivement, ça peut être une zone qui peut être intéressante dans l'accumulation. Donc tout ça, sous les 3 € jusqu'aux 2,55 €, ça peut être une zone assez intéressante. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, vous avez du ASML Holding qui est revenu tester son oblique. Tiens, c'est marrant. Voilà, on est en plein sur l'oblique. Voilà, en plein sur le big sur ASML. Alors attention, ça peut breaker. Hein. Ça peut breaker, et si on arrive à dépasser les 710 €, on peut avoir une nouvelle accélération sur ASML. Donc super support oblique qui a bien marché. Donc c'est plutôt pas mal ASML. Voilà, et achat plutôt donc sur repli. Si en revanche il y a une petite attaque baissière sous les 571. Voilà pour ASML Holding. Implanet, alors là c'est spécu, hein, les amis. Implanet, donc voilà, vous le demandez. Je le montre parce que d'un aspect pédagogique, c'est pas mal. Ce qui est intéressant sur Implanet, c'est que vous voyez, on a le redressement ici de la moyenne mobile.
Vous allez le voir aussi pédagogiquement, ce qui était très intéressant, c'était la réduction de volatilité. Regardez un petit peu ça. Voilà, regardez un petit peu. Il y a un phénomène que je vous montre très régulièrement. C'est un 1, 2, 3, 4, quadruple top sur les 0,199. J'imagine, voilà, qu'il y avait une forte réduction de la volatilité. Regardez un peu, plus du tout de volume. Voilà, plus du tout de volume. Regardez cette bougie-là. Voilà. Et derrière, une fois que ça break, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, à contrario, des volumes énormes. Donc là, pour le coup, l'achat au-dessus des 19,9 avec un stop, par exemple, ici, valait le coup parce que derrière, effectivement, c'était jusqu'à 80% de hausse. Donc c'était très intéressant. J'en ai pas pris, je l'ai pas vu ce setup là, donc voilà. Enfin, je l'ai vu, on en a parlé, mais je l'ai pas pris. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, mais je suis transparent comme d'habitude, vous savez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est j'observe quand même ce qui est en train de se passer là, parce que ce que je vois là, c'est quand même une potentielle construction de figure. Voilà. Alors après, on verra comment la tracer. C'est pas mûr encore, mais peut-être que effectivement, si vous avez la semaine prochaine voilà, une petite réduction de volatilité supplémentaire, on pourra tenter quelque chose de plus sur ce titre-là. Évidemment, ça reste spéculatif. Évidemment, vous devez adapter votre body management par rapport à ce genre de titre-là. Mais il n'empêche que la configuration, elle existe. Ensuite, vous avez Calray. Calray qui est un titre qui avait fait le bonheur notamment des traders, comment dirais-je, du Covid, hein, puisque voilà, en 2020, elle avait bien pulsé, et puis bon, depuis, il y a eu une énorme chute de Calray, hein. C'était une pépite pour certains, et puis on voit ce que c'est devenu malheureusement. Alors par contre, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'effectivement, sur l'unité de temps mensuelle, on le voit, on a la moyenne mobile qui est en train de s'aplatir à 10 mois. Ce qui est également intéressant, donc en journalier, c'est que voilà, il y a des petits, on n'y est pas encore, hein, attention, je ne parle pas de retournement, loin de là, mais voilà, il y a des petits soubresauts, etc. Il faut voir si éventuellement, on a le temps, hein, rassurez-vous, vous avez le temps de rentrer sur Calray, on voit la baisse, donc si vraiment c'est un titre qui est en train de se retourner, on aura le temps, mais voilà, la moyenne mobile ici est en train de se retourner, donc il va falloir voir si éventuellement, dans les prochaines semaines, on a une cassure avec la construction d'un pattern pour éventuellement relancer. Encore une fois, on n'y est pas. Je préfère vous en parler avant, évidemment, que ça se produise et de vous dire il fallait rentrer ici. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on est en effet sur quelque chose qui commence à devenir intéressant. C'est encore trop tôt, je le redis et j'insiste. Pernod Ricard, quelle déception. Quelle déception sur Pernod Ricard. Oh, alors là, c'est vraiment une grosse déception. Alors, c'est pas mort encore, hein. C'est pas mort encore, voilà, on a encore des supports à défendre, notamment ce support-là, etc. Mais enfin, quelle déception sur le titre, qui avait fait pour moi le plus dur, c'est-à-dire qui s'était échappé ici de ce canal baissier, qui a breaké, qui a fait le pullback, qui a relancé, qui était en train d'ailleurs de construire une figure. Moi, ce que j'avais vraiment en tête, c'était vraiment qu'on arrive, vous voyez, à faire le pullback, le faux breakout ici d'ailleurs, essayer de construire, revenir là et ensuite relancer. Pas du tout. Il y a eu des recommandations d'ailleurs assez négatives sur le titre et derrière, pof, tout est à refaire, on répète tout à la baisse et on revient tester les plus bas du 4 août qu'il va falloir absolument tenir dans l'espoir que la figure intermédiaire, qui est celle-ci, soit finalement un range qu'on finira par casser par le haut. Voilà. Casse tout ça par le bas, attention, on peut avoir malheureusement du grabuge sur le titre. Donc beaucoup de déceptions. Franchement, moi je pensais que c'était en train de revenir à des choses intéressantes sur Pernod Ricard, et pour le moment la construction pète. Donc beaucoup, je dois le dire, beaucoup de déceptions sur le titre qui est toujours, bien évidemment, hein, toujours en tendance baissière, et on n'arrive pas à retourner la moyenne mobile ici à 10 mois comme d'habitude. On fait ici le pullback, mais on n'arrive pas pour le moment à retourner cette fameuse moyenne mobile à 10 mois. Voilà. Donc voilà, encore une fois, déçu pour le titre, déçu pour ceux qui l'aiment. C'est un titre que j'aime beaucoup aussi, mais pour le moment, ça ne veut pas.
Ensuite, vous avez du SEB, qui est une valeur intéressante et qui, elle aussi, est en train de revenir sur une zone qui est intéressante, voilà, la zone des 57, donc à suivre globalement si vous êtes intéressé. Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de rebond, voilà, il y a plus grand-chose. Il y a une deuxième zone qui est très lointaine, qui est là, hein, qui est sous les 20 €. Bon, on verra. J'attends une réaction allez, au cours des 2 prochains mois, quoi. Il faut que le titre réagisse dans cette zone-là, parce que c'est une zone qui est, je trouve, intéressante, et un titre qui est quand même un leader mondial, hein, et qui est un titre qui est, je pense, fondamentalement intéressant. Mais pour le moment, le marché ne réagit pas, ou très peu. On verra à la sortie, encore une fois, du mois de septembre, s'il y a un petit peu mieux. Après Seb, on part en Allemagne avec SAP, que vous êtes nombreux à me demander régulièrement. Donc je suis toujours dans la même analyse sur SAP, c'est-à-dire que c'est évidemment une tendance haussière, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, mais je trouve que, voilà, je trouve qu'on est allé un petit peu haut, un petit peu vite, et donc voilà, je m'attends à une correction avec des rebonds. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser. On a déjà baissé de 22%. Et je pense que c'est pas fini, je pense que c'est quelque chose qui va mettre du temps maintenant. Combien de temps, voilà. Donc en gros, il n'y a pas grand chose à faire. Éventuellement jouer des rebonds techniques à chaque cassure de plus bas. Donc si on vient à péter les 209 €, chercher éventuellement un petit signal de rebond pour jouer cette phase-là en mode trader, quoi, actif. Voilà. Et sinon, j'ai du mal à vous trouver des zones. On verra. Franchement, je préfère attendre un petit peu de voir comment va réagir la figure. Donc voilà, investisseurs, peut-être attendre un petit peu. On m'a proposé du Dutch Börse. Je rigole parce que j'ai un accent qui doit pas être terrible. Je parle pas très bien allemand, sauf sous la torture. Ou actuellement avec des Allemandes, ça peut arriver. Par le passé. Donc éventuellement, voilà, à proximité du support oblique. Donc évidemment, hein, c'est une. Alors ils sont liés à la bourse, hein, d'après ce que j'ai vu. J'ai regardé un petit peu le profil de l'entreprise. C'est une très belle boîte. Mais voilà, on a pareil, un petit peu à l'image de SAP. On a une correction. Donc voilà, idéalement, peut-être que cette correction pourrait s'achever sur quelque chose comme ça, ou si ça va beaucoup plus vite sur quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est de la tendance haussière. De toute manière, dans les deux cas. Donc plutôt être un petit peu gourmand en ce qui concerne effectivement Dutch Börse. Ensuite, vous avez du Abionyx. Donc Abionyx qui est pas mal du tout. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de breaker ici. En données mensuelles à rotation, hein, c'est un titre qui s'est fait découper. Hein. Mais c'est plutôt pas mal. Hop, en unité de temps. Effectivement, pour qu'on avait parlé, souvenez-vous de ce setup-là. Voilà, on attend une petite congestion. Ça peut être pas mal à suivre à Abionyx si on a une espèce de situation comme ça. Voilà, on a une espèce de résistance qui se met en place là. Donc pourquoi pas au-dessus de la résistance. Donc si on a un petit setup, on a une petite inside bar ici qui était tentable, mais c'était pas évident. Idéalement, il faudrait une belle réduction de volatilité par là pour tenter quelque chose sur Abionyx. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Walter Kluwer, toujours le même avis, je change pas pour le moment. On m'a demandé de faire la mise à jour, mais pour moi, voilà, j'ai toujours cette zone-là que j'attends patiemment, et on verra, hein, ça suffit. Alors, ceux qui veulent accumuler, bien sûr, hein, vous pouvez accumuler dans les deux zones, il n'y a pas de souci. Donc, zone, grosso modo, des 95 pour vous donner la zone centrale. Après, vous accumulez un peu en dessous, ça c'est à vous de voir, et les 65 €. Mais on peut aussi se dire, bon ben voilà, une fois qu'on a touché la zone, j'attends une réaction, et ensuite, je tente quelque chose. Voilà ce que j'attends sur Walter Kluwer, XFAB décevante. Décevante, XFAB, on fait une bougie actuellement mensuelle qui est vraiment pas terrible. On a fait de mémoire le faux breakout. Voilà, d'ailleurs, moi je l'avais tenté. Voilà, que je vous montre avec MTT, on l'avait tenté de mémoire. Je vous montre quand ça marche et quand ça marche pas, comme d'habitude. Bon, là, ces derniers temps, il n'y a pas grand chose qui marche. Je vous le dis. Depuis 15 jours, on n'a pas fait grand chose, ça c'est vrai. Mais le peu qu'on a fait, il n'y a pas grand chose qui a marché. Un peu Kering, mais c'est tout. Voilà, on en est là. Là, on s'est fait sortir break-even parce qu'on avait tenté effectivement l'inside bar ici pour repartir. Derrière, on s'est fait sortir.
Bon, tant mieux, hein, vous allez me dire, hein, puisque derrière, on voit que bah, c'est une baisse supplémentaire de... voilà, si vous restez collé, c'est moins 15. Donc voilà, très décevante. Est-ce que on va aller finalement chercher cette zone-là, qui est un peu la zone ultime? Ouais, on peut. Donc avec MM200, etc. Donc pour moi, tout est à refaire. Alors là, oui, ok, vous avez support intermédiaire, etc. Ok. Mais pour moi, voilà, globalement, paf. Voilà, éventuellement repartir ici. Donc on suivra de près si on y va, la zone des 5,50. C'est toujours un titre qui me plaît, hein, XFAB. Là, on est dans la phase 2, c'est-à-dire que vous avez effectivement le retournement de la moyenne mobile. Et je veux cette figure, ou ce pattern, je ne sais pas comment il sera, voilà, par là pour éventuellement relancer. Donc, c'est pas fait encore. Je vérifie que j'ai rien oublié. Normalement, non. Adosia, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'aime pas le titre. Vous le savez, j'aime pas le titre, j'aime pas les dirigeants, j'aime pas, voilà, plein de choses. On avait parlé effectivement de la cassure ici à l'époque. Bon, voilà. Maintenant, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Il y a une petite congestion très sympathique qui s'est mise en place. On a breaké, on fait le pullback. À suivre la semaine prochaine, Adosia. Si éventuellement, alors c'est spéculatif, là aussi, on fait attention à la taille de position, etc. pour aller chercher là. On invalide tout ça, pour moi, si on repasse sous les 7,38 €, quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, on sait qu'on peut être soumise à une news. Capital B, qui commence, enfin, depuis qu'on la suit, à se mettre sur de bonnes dispositions. Je vous avais dit, ce qu'on attend, c'est la cassure de la M10 et la construction. On a cassé la M10 cette semaine. Et là, on est dans la construction. Donc, il faut bien tenir. On n'a rien fait encore, hein, entre guillemets, on n'a rien fait. Il faut bien tenir, effectivement, la zone. Voilà, du coup, ce qu'on espère, c'est ça. Il faut bien tenir la zone des 1,63 €. Bien congestionné. Peu de volume, si possible. Voilà, c'est ce qu'on a. Baisse des volumes. Il faudrait vraiment une semaine, début de semaine, avec très peu de volume. Et après, porté, je l'espère, par les crypto-monnaies, un break au-dessus des 1,90 €, 91. Et derrière, éventuellement, on aurait un stop court pour pouvoir jouer des ratios gain-risque assez intéressants. Voilà ce qu'on espère, voilà ce qu'on attend. Est-ce que ça va être le cas ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà globalement la stratégie qu'on pourrait éventuellement mettre en place si vous êtes intéressé sur Capital B. On a ensuite un titre dont on avait parlé, qui était un titre à suivre. Je vous en ai parlé 2 ou 3 fois en tant que titre à suivre, qui est Kendrion. Souvenez-vous, on avait parlé de cette zone de support oblique. Voilà. Voilà. Et derrière, on le voit, il y a eu un super mouvement qui a été fait, puisque c'est plus de 50% qui a été joué sur Kendrion. Voilà, avec le gros pattern qui a cassé par le haut. Donc, pour moi, c'est un titre. On n'est qu'au début potentiel, on n'a même pas retourné encore. Hein. Donc là aussi, on est sur un titre qui est en train potentiellement de démarrer un retournement, ce qu'on espère. Et donc, c'est un titre éventuellement toujours à suivre pour un pattern supplémentaire un petit peu plus tard. Ok. Euraseo, c'est un titre qui est en difficulté et qui se rapproche petit à petit également d'une zone qui pourrait être intéressante, c'est-à-dire la zone globalement voilà, sous les 50 €, 50,50 € peut être une zone intéressante, on le voit encore mieux ici avec le support, donc ici en 2009, ici en 2020, ici en 2020 également. Donc toute cette zone-là peut être une zone d'accumulation. Effectivement, c'est un titre qui est en difficulté, mais voilà, qui peut être éventuellement intéressant pour l'investisseur long terme. Ensuite, vous avez moins intéressant pour l'investisseur long terme du Clea Holding, qui est l'ancien Visiomed. Donc on en a parlé parce que là aussi, il y avait une reprise. Je vous en avais parlé, une reprise de la M10 mensuelle, donc voilà, c'est spéculatif, et je vous avais dit, voilà, ce qu'on attend ici, c'est la congestion qui a eu lieu un petit peu plus bas, et le redémarrage, donc pour le moment, nous y sommes, il faut voilà, regardez, il y avait une très très belle congestion, avec, on voit hein, les petits bougies, très peu de volume, là aussi. Regardez l'absence quasiment totale des volumes. Il y avait 20 000 € échangés dans la journée. Bon, c'est un petit titre, c'est devenu malheureusement un petit titre. Donc voilà, mais c'est pas mal, on tient, etc. Bon, objectif, hein, revenir aux alentours des 24 centimes, ce serait plutôt pas mal. Et après, on verra. On voit l'aplatissement de la moyenne mobile et son relèvement. Donc
ouais, ça peut se regarder. Soyez prudents, là aussi, comme d'habitude, sur la taille de position sur ce genre de titre. Selectis, on en avait parlé sur les réseaux. Là aussi, c'est spéculatif, bien entendu. Mais voilà, c'est plutôt pas mal avec, on va le voir en mensuel, le redressement de la M10 mensuelle, et je vous avais partagé sur les réseaux cette figure-là, qui était magnifique, que moi j'avais prise, j'ai vendu hier, puisque j'avais atteint mon objectif, et sur les biotech, c'est vrai que je porte pas beaucoup, mais j'avais cet objectif-là, c'est-à-dire revenir aux alentours des 2,90, et j'avais pris position à la cassure ici, aux alentours des 2,29, quelque chose comme ça. Parce que grosse réduction de volatilité, grosse réduction des volumes. Regardez un peu les deux bougies ici qui correspondent ici aux deux plus petits volumes. Voilà, c'est du classique, vous connaissez, vous l'appliquez, je vois de plus en plus également sur les réseaux sociaux. Il y a eu un progrès extraordinaire hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis ébahi par vos analyses. Hein. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, c'était en fin 2020, je crois, 2021. Voilà, le niveau d'analyse technique était moyen, très moyen, et aujourd'hui, franchement, je suis stupéfait par vos niveaux d'analyse technique, franchement, et vos coups d'œil surtout, c'est ça qui me choque à chaque fois. Il y en a beaucoup qui me partagent des graphiques, je vous remercie d'ailleurs, ou qui me taguent sur des posts, sur des analyses qu'ils ont fait, et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Bravo pour l'immense majorité, et je suis ravi d'ailleurs, il y a même des analystes fondamentaux qui, il y a quelques mois, quelques années, disaient que l'analyse technique ne servait à rien, qui désormais mettent de l'analyse technique dans leurs analyses, en complément de leurs analyses fondamentales. C'est super, c'est un combat que vous savez, j'ai longuement mené. Maintenant, en vieillissant, je le mène un petit peu moins, je suis fatigué. Puis j'ai d'autres priorités, moins de temps, on va dire, peut-être aussi. Mais en tout cas, je suis ravi, vraiment ravi, et je trouve que c'est une bonne chose, voilà, de ne jamais opposé, ça a été un combat, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, ça voilà, il y a des combats qu'on gagne, c'est plus le cas aujourd'hui, ce fameux combat entre analyse technique et analyse fondamentale, aujourd'hui tout le monde dans l'immense majorité, a compris que c'était complémentaire, a compris par la preuve, tout simplement, hein, que c'était complémentaire, et donc voilà, tout le monde met du sien, et je suis évidemment très heureux de voir ça, donc bravo, là pour le coup, je crois qu'on peut se féliciter mutuellement. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de choses positives sur les réseaux sociaux, mais ça en fait partie. Et contrairement à ce qu'on peut dire, je le répète souvent, hein, X fait partie des réseaux sociaux qui sont les plus bienveillants. Même si vous avez l'impression que c'est pas le cas, moi je peux vous dire que je suis sur tous les réseaux sociaux, et pour le coup, X est peut-être sur la niche de la bourse, en tout cas, un réseau social qui est quand même parmi les plus bienveillants. Donc merci beaucoup pour ça, et merci pour vos messages qui sont toujours sur les réseaux sociaux, toujours très sympas. Je ferme la parenthèse. Donc Selectis, pour moi, c'est pas mort, hein, attention, hein, mais éventuellement ce qu'on va attendre, c'est un pattern intermédiaire pour faire la fameuse TAS-séance. J'ai fait un post d'ailleurs là-dessus cette semaine sur la TAS-séance, donc éventuellement voilà. ScienceCo, c'est mon ami Pierre qui se reconnaîtra, qui m'a aidé sur la prononciation, puisque c'est un titre belge. Donc voilà, on attendait toujours le pattern qui est pas venu, donc c'est pas ça qu'on va faire visiblement, mais un peu à l'image de ce qu'on a vu, ce qu'on attend potentiellement avec comment dirais-je, avec XFAB tout à l'heure, eh bien on peut avoir quelque chose d'à peu près similaire, avec effectivement le break ici, la cassure, le pullback, et si on a la congestion, éventuellement relancer. Donc voilà ce qu'on va surveiller sur ScienceCo, ça m'intéresse. Elior, qui m'a été proposé par mon ami David, que je salue d'ailleurs, bon voilà, pas forcément trop d'intérêt sur ce titre. Je trouve que c'est un titre qui... Alors le titre est pas inintéressant fondamentalement, il y a peut-être des choses à faire, mais c'est un titre qui végète. C'est un titre qui végète, qui a tenté ici un break, que j'avais tenté d'ailleurs, sortie avec échec. Mais bon, pour le moment, voilà, vous voyez, c'est un titre qui vraiment qui fait pas grand chose, c'est pas clair. Il faut laisser construire. Éventuellement, vous pouvez commencer à tracer une petite oblique, voilà, si vraiment vous voulez. Mais c'est pas très clair. Voilà, c'est pas très clair. Donc quand c'est pas très clair, à titre personnel, je préfère éventuellement attendre un petit peu plus. Voilà, peut-être on aura un biseau, peut-être. Donc on va attendre un petit peu plus, si affinité. On passe aux États-Unis avec bien sûr Oracle. Donc Oracle qui a gagné dans la journée, c'était plus de 40%, c'est ça. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire.
Je suis pas acheteur. Alors, certes, les prévisions sont exceptionnelles, mais je trouve que c'est quand même très très bien valorisé. Bon, voilà. Donc, si vous voulez acheter sur le long terme, je suis pas convaincu. Maintenant, voilà. Après, si en unité de temps petite, vous avez éventuellement un pattern qui se dessine, voilà, pourquoi pas tenter quelque chose. Mais je suis pas acheteur et ça va être difficile pour moi de vous donner. Voilà, ça va être difficile pour moi de vous donner des. Voilà, on verra éventuellement sur repli à proximité du support, mais voilà, c'est compliqué. Coinbase qui a également fait une semaine plutôt pas mal, qui également avait tenté la cassure ici des plus hauts historiques. D'ailleurs, je crois que c'était notre objectif. Voilà, on l'a surveillé, souvenez-vous, à la cassure ici. C'est plutôt pas mal. On peut éventuellement tenter, voilà, en tout cas surveiller pour moi ce pattern-là, qui est un pattern qui n'est pas inintéressant. Donc, hop. Voilà, éventuellement. C'est aussi, hein, pour moi, quand même, hein, Coinbase. Donc voilà. Ah oui, l'objectif il était là, voilà. Objectif 430, bon on l'a touché. Hein. Donc voilà, mais je pense que ça peut redémarrer. On est au-dessus de la M200. Il faut surveiller ce pattern et éventuellement un passage au-dessus des 329 $ peut être un premier signal assez intéressant. Vous avez du Fortinet également qui eh bien, n'est pas revenu encore sur ma zone que j'attends. Donc beau rebond. Mais on n'est pas encore sur ma zone, donc plutôt de la patience. Mais oui, alors certains me diront oui, mais ça réagit sur un beau niveau de support. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas une zone d'investissement encore. Donc plutôt de la patience sur Fortinet. Ensuite, alors on m'a proposé un titre que je ne connais pas. Sharplink Gaming. C'est ça? Ouais. Sharping Naming. Alors, oula, oui, en effet, c'est un titre spéculatif. Spéculatif, visiblement. Donc, je sais pas exactement ce qu'ils font. Hop. Donc, on est revenu sur les plus bas. Ça se regarde. Ah ouais, il y a eu un ouais, il y a eu un gros pump. Bon, là, c'est plus en mode trading, hein, pour être honnête avec vous. Là, c'est plus en mode trading. Alors, par contre, oui, il y a effectivement une belle réduction de volatilité qui se regarde. Au-dessus de la M200, ouais. C'est pas si mal que ça. Alors, ouais, c'est pour les gens nerveux, hein. Pour les gens qui aiment que ce soit dynamique, hein. Donc voilà, ouais, alors éventuellement, vous pouvez tenter peut-être un achat. Au-dessus des 18,26 $, c'est l'invalidation. Alors ça dépend où vous la mettez, mais aux alentours des 13,50 $ ou des 10,85 $. Objectif, je dirais revenir par là, aux alentours des 24,40 $. Éventuellement ici et éventuellement là. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Alors du coup, j'imagine que c'est des jeux vidéo. Attendez, je vais vous le partager. Hop. Hop, voilà. Donc, Sharplink. Bon, déjà, voilà. Santé de l'entreprise en un coup d'œil. Donc, on voit que c'est quand même moyen. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Et donc, profil de l'entreprise. Technologien qui relie les amateurs de sport, de ligue et les sites web sportifs aux paris sportifs et au contenu e-gaming. D'accord, ok. Marketing à la performance, ok. Bon voilà, donc ouais, bon, ça reste quand même visiblement un actif quand même relativement spéculatif. Ensuite, vous avez eu l'introduction en bourse de Klarna. Donc on m'a demandé si c'était le moment d'investir sur Klarna. Alors déjà évidemment on n'a que 2 jours de cotation, hein, bien entendu. Donc déjà premièrement je ne peux pas répondre. En général les IPO sur les États-Unis c'est très cher. Par contre pour du trading il faut rentrer dans l'unité de temps. 1 heure, je dirais même certainement plus basse, oui. Je dirais peut-être même 15 minutes. Minimum. Voilà, minimum 15 minutes. Et à partir de là, vous pouvez d'ailleurs ici tracer, vous voyez, une oblique qui est assez claire. Et à mon avis, tant qu'on ne repassera pas
au-dessus de cet oblique ici, déjà en unité de temps 15 minutes, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc voilà, très sincèrement, éventuellement, attendre le passage au-dessus des 44 $ et au-dessus de cet oblique pour tenter quelque chose. Donc vous voyez là, c'est vraiment pour le coup quelque chose de vraiment en mode trading. Alors on m'a proposé du JD.com qui est pas mal du tout, vraiment pas mal du tout, qui est un petit peu en retard d'ailleurs. Donc là aussi, on a un graphique avec les plus bas historiques qui sont là, très bien. Et ce qui est intéressant hein, sur JD.com, c'est ça. Donc voilà, on est en train ici de breaker et on revient sur la zone de résistance. Donc c'est vraiment intéressant. On a eu même une petite congestion. Donc ouais, éventuellement, au-dessus des 34,60 $, il peut y avoir quelque chose à tenter. Et l'objectif pour moi, hein, c'est de revenir sur les plus hauts. Vous avez même un petit gap ici aux alentours des 43 $. Et des bananes. Ensuite, vous avez du, bien sûr, Novo. J'ai absolument pas changé mon analyse de Novo. J'attends. Je vais faire râler peut-être, ou ça va peut-être gueuler, mais voilà. Potentiellement même un repli supplémentaire, donc aux alentours des 42 $. Pour moi, voilà, toute la zone, le carré, l'ellipse en vert ici, et l'ellipse en jaune peut être une zone d'accumulation sur Novo, donc je change pas. Et puis vous avez du Mara, avant de passer aux 5 titres à suivre. Du Mara qui peut être également intéressante. Grosse congestion sur Mara, vraiment pas mal. Hein. Mara Holding. Donc ça se regarde, ça se surveille. Ici on a pété le biseau descendant, etc. Et là on fait une nouvelle figure. Donc pourquoi pas au-dessus des 16,73 $. On a une espèce de congestion. Donc si on arrive à péter, on peut avoir effectivement un petit mouvement spéculatif au-dessus des 20 $ et plus éventuellement si affinité. J'ai désormais 5 titres à suivre, à vous présenter. 3 pas très spéculatifs, 2 un petit peu plus spéculatifs. Arcadis. Arcadis que je trouve intéressante à suivre parce qu'elle est sur une zone qui est intéressante. Et d'ailleurs, on a très très bien rebondi dans la zone. Donc voilà, ça se regarde de très près, Arcadis. C'est un titre que j'aime bien fondamentalement, etc. Donc voilà, à suivre si un rebond supplémentaire ou si vous avez éventuellement une opportunité. Vous avez Valeo également, tout le secteur équipementier auto qui tient plutôt pas mal. Alors, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais voilà, qui tient plutôt pas mal. Ce qui m'intéresse sur Valeo en unité de temps hebdo, c'est cette congestion-là. Donc, éventuellement, vous pouvez rentrer sur les unités de temps inférieures pour pouvoir essayer, s'il y a un mouvement favorable, eh bien, de tenter quelque chose. Voilà, ce que j'aime bien, c'est ce pattern-là. Voilà, donc à voir si on a une cassure par le haut ou par le bas, eh bien, dans ces prochains jours. Donc ça se regarde. Dans la même veine, vous avez Forvia, qui est pas mal du tout, également, qui est sur un support oblique, voilà, qui construit, alors bon, le support oblique, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on est, alors, ça ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, un peu à Valeo, donc éventuellement, au-dessus, voilà, au-dessus de cet oblique-là, il peut y avoir quelque chose à tenter sur Forvia, avec le retournement ici de la M200, donc c'est plutôt pas mal. Les deux titres un petit peu plus nerveux, c'est Fermentalg, là c'est Spécu, donc voilà, bon, on en avait parlé ici à la cassure, et on est toujours dans cette espèce de range, avec voilà, une résistance ici, et voilà, globalement un support là, donc à suivre éventuellement si on a un excès supplémentaire, osciller au-dessus des 58 centimes, mais c'est spéculatif. Et enfin, Medencel, et après je vous montre également le screener trend following. Medencel, alors souvent on me dit pourquoi tu ne parles pas de Medencel. Alors j'en parle souvent, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce que c'est une bibliothèque que je connais très bien. Pour tout vous dire, c'est une bibliothèque que je connais très très bien. Qui est à côté de chez moi, et donc voilà, je veux pas trop parler de ça, j'en ai pas d'ailleurs, parce que je veux pas, voilà, donc c'est une bibliothèque, mais c'est une magnifique bibliothèque, enfin, je pense que c'est une magnifique bibliothèque en tout cas, donc voilà, et là effectivement, on fait un nouveau plus haut historique, j'ai tweeté, je crois, cette semaine dessus, mais voilà, effectivement, c'est une très très belle bibliothèque et elle est en train d'accélérer, donc à voir pour la suite. Éventuellement, si vous voulez rentrer, faites quand même attention à la taille de position parce que ça peut être soumis à news. Mais évidemment, ça reste une des configurations
les plus intéressantes. Et puis je terminerai bien entendu par le screener que vous attendez chaque semaine, le screener Trend Following pour vous donner des idées. Et vous voyez, c'est toujours intéressant parce que même dans une journée comme ça, où le CAC fait une journée un petit peu moyenne, eh bien on voit qu'il y a quand même pas mal, plus que moyenne même, il y a quand même pas mal de titres qui sont verts. Donc voilà, si vous voulez des idées de titres, eh bien vous avez ce screener qui est ouvert. Je dis ouvert parce qu'il est à votre disposition, bien sûr, encore une fois, dans l'espace membre qui est gratuit sur le site lepodcastdelabourse.fr. Donc, n'hésitez pas à aller le récupérer. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, pour résumer, je m'attends à beaucoup de zigzags encore sur le mois de septembre. Et je l'espère, derrière, 2 ou 3 derniers mois de l'année qui seront, je l'espère, beaucoup plus favorables avant, et nous verrons, avant peut-être un petit peu plus de difficultés pour toutes les raisons que j'ai évoquées sur la première partie de la vidéo. Merci mille fois pour votre soutien qui est absolument exceptionnel ces derniers mois. Tous les réseaux sociaux ont battu des records en termes d'engagement, etc. Donc vraiment, ça fait plaisir. Merci pour vos soutiens, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre immense bienveillance pour l'immense majorité d'entre vous. Ça fait du bien de voir un peu de chaleur humaine. Je vous souhaite évidemment un très bon week-end et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. À plus, bon week-end, ciao.